Pareille formule convenait bien à une aristocratie toujours occupée de sa grandeur, mais qui, à la cour des rois, ne pouvait plus guère la faire consister que dans la faveur et le plaisir. Formule passablement irréelle d'ailleurs, et où s'aperçoit le besoin de transposer et de résoudre poétiquement un problème moins aisément soluble dans la vie. En fait, dans l'aristocratie domestiquée, la prétention à la grandeur, élargie spectaculairement, se fait de plus en plus vaine, de plus en plus encline à se nier soi-même, à se perdre dans les appâts du plaisir au lieu de s'y exalter. La surhumanité se résout en dissipation, le dédain de la morale en complaisance. Amphitryon, dès qu'on cesse de le considérer comme un pur poème, n'est pas exempt de cette tare. On connaît la tradition suivant laquelle cette comédie représente les amours de Louis XIV, nouveau Jupiter, avec Madame de Montespan, dont le mari prenait très mal son infortune. Que cette tradition soit vraie ou fausse, il est significatif qu'on puisse imaginer sous le vêtement flatteur du poème la matière d'un fabliau cynique tourné en flatterie de cour. Sans doute les grands prétendants exerçaient dans leur sphère des droits analogues à ceux qu'ils reconnaissent au souverain. Vu sous cet angle, les données principales de la comédie, le sans-gêne du dieu, la fureur comique d'Amphitryon, enfin l'irrésistible préséance de l'amant de haut parage sur le mari légitime, reproduisent un genre de relations observables dans toute la société de ce temps-là, et que le mot de privilège résume parfaitement. La poésie du Jupiter de Molière est la poésie du privilège, considérée en général comme une façon de vivre. Mais la notion de privilège, de supériorité gratuite, et qu'on ne songe pas à justifier, ne prend la première place dans la vie noble qu'autant que l'aristocratie cesse d'exercer une fonction sociale effective, se sent impuissante à fonder ses droits. Dans le mot de privilège est inscrite en même temps que la primauté, l'inutilité sociale. Ainsi, le seul respect qui puisse s'attacher au privilège est-il de nature servile. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore dans l'Amphitryon. Ainsi prêche le dieu au mari qui l'a supplanté. À cette lumière, la reviviscence des mythes païens dans l'époque qui nous occupe peut apparaître comme un afflux d'imagination superstitieuse revenue de fort loin pour autoriser d'un prestige poétique l'inégalité de l'arbitraire. On se convaincra des rapports du thème d'Amphitryon avec le fait social du privilège, en voyant raconter dans la princesse d'Élide une histoire en tout point semblable à celle de Jupiter et du général grec, mais se déroulant cette fois sur le plan purement terrestre, entre un prince et un paysan. C'est le bouffon Moron, fils du paysan, qui la raconte au fils du prince. Ma mère, dans son temps, passait pour assez belle, et naturellement n'était pas fort cruelle. Feu votre père, alors ce prince généreux, sur la galanterie était fort dangereux. Et je sais quel Pénor, qu'on appelait mon père, à cause qu'il était le mari de ma mère, comptait pour grand honneur au pasteur d'aujourd'hui que le prince autrefois était venu chez lui, et que durant ce temps il avait l'avantage de se voir saluer de tous ceux du village. La princesse d'Élide. C'est la situation d'Amphitryon, mais d'un Amphitryon retenu à l'échelle de la vie réelle, où les droits du Dieu ne sont plus que le droit du Seigneur, et où, au surplus, la victime elle-même est assez abusée pour faire vanité de son infortune, et proclamer presque avant Mercure que les coups de bâton d'un Dieu font honneur à qui les endure dans l'Amphitryon. Les thèmes essentiels d'Amphitryon avaient déjà été traités par Molière sous une forme plus dramatique, dans celle de ses pièces où sont évoqués avec le plus de force les problèmes et les conflits créés par la moralité aristocratique, le Don Juan. Il est curieux que la parenté profonde de cette comédie avec celle d'Amphitryon soit demeurée généralement inaperçue. Pourtant, le comportement de Don Juan, séducteur aussi irrésistible et aussi passager que le dieu païen, la supériorité facile qui enveloppe ses démarches, son contraste avec Sganarelle, comme avec un double inférieur et grossier, tout invite à rapprocher les deux œuvres. Du fait qu'Amphitryon est une pièce enjouée, où toutes les difficultés se résolvent dans les fantaisies de l'imagination païenne, tandis qu'elles apparaissent nues et insolubles dans Don Juan, on a vu les deux pièces avec des yeux tout différents. Toutes deux reposent pourtant sur la conception d'un héros souverain, dont les désirs se prétendent au-dessus du blâme et de la contrainte. Et dans toutes deux, des relations réelles apparaissent à travers une action légendaire. On reconnaîtra sans peine dans le couple Don Juan-Sganarelle les caractères déjà observés dans les couples mythiques d'Amphitryon. Ici, on est seulement plus près du monde réel.
du groupe gentilhomme-valet, tel que Molière pouvait l'observer dans la vie. Sans doute Sganarelle, qui récrimine sans cesse contre son maître, prétend non sans sincérité le haïr, et s'affirme lié à lui par la seule peur. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte fait en moi l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste dans Don Juan. Mais sous cette haine perce à plusieurs reprises une sorte de respect impuissant qui fait du valet, malgré qu'il en ait, l'écho de son maître. L'ironie avec laquelle Sganarelle répète les attitudes de Don Juan est celle d'un inférieur, plus abasourdi que vraiment moqueur. Ainsi, quand Don Juan lui annonce le projet d'enlever en barque une jeune fiancée, « C'est fort bien fait à vous, et vous le prenez comme il faut, il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. » Même accent dans le mot qui double les ricanements de Don Juan lorsqu'Elvire le menace de la colère divine. Vraiment, oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. On sait comment Sganarelle, Saint-Jean, Don Juan est conduit après lui Dimanche, monsieur Dimanche, créancier du valet aussi bien que du maître. Sganarelle prouve bien dans cette circonstance qu'il admire assez son maître pour l'imiter quand il ose. D'ailleurs, tout le personnage a été conçu comme une incarnation timide et pitoyable, foncièrement inférieure de tous ceux qui pouvaient se scandaliser des audaces de Don Juan. On a reproché à Molière d'avoir couvert de ridicule en Sganarelle le défenseur de la morale et de la foi. Mais quel que fût son sentiment personnel sur Don Juan, et si l'on considère que le personnage du valet lui était déjà fourni par la tradition, il devait à la nature même de son sujet et à des données sociales impossibles à changer de peindre Sganarelle tel qu'il a peint, à la fois scandalisé et ridicule, indigné et bredouillant, en état de perpétuelle protestation et de perpétuelle déconfiture. Face à lui, comme à tous les autres personnages inférieurs de la pièce, l'attitude de Don Juan est celle d'un seigneur, à qui tout est dû, qui exige et prend ce qui lui plaît et ne doit rien en retour. Le bourgeois auquel il emprunte de l'argent, le paysan dont il séduit la fiancée et qu'il soufflette à la première protestation, sont logés à la même enseigne que Sganarelle, et leur condition est définie par cette raillerie de Don Juan à son valet. « C'est trop d'honneur que je vous fais. Bienheureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. » Que Don Juan ne soit pas dupe de cette édifiante formule, cela ne fait qu'ajouter à sa supériorité. D'ailleurs, tous ceux qu'il méprise sont aussi faits que l'attitude écrasante du héros les confond malgré eux, et se légitiment en quelque sorte par leur impuissance à la riposte. Quant au prolongement fabuleux de l'action, s'ils sont moins apparents ici que dans l'Amphitryon, il n'en existe pas moins. La grandeur de Don Juan n'est pas uniquement terrestre, elle se manifeste également sur le plan métaphysique, par une prétention à se situer au niveau de la divinité en la dédaignant ou en la bravant, qui rend nécessaire un dénouement surnaturel. Il y a sans doute en Don Juan quelque chose qui passe les bornes habituelles de la condition humaine. Les désirs ne sont pas seulement souverains en lui, ils n'occupent pas seulement tout le champ de la pensée, rejetant dans un oubli presque incroyable tout ce qui peut les entraver, comme dans l'instant qui suit chacune des importunes apparitions d'Elvire. Mais leur objet même est sans limite et dépasse la mesure humaine. L'inconstance chez Don Juan n'est pas l'effet de la seule sensualité, elle manifeste une insatisfaction essentielle, le dégoût d'un plaisir limité, l'ambition d'aller toujours au-delà des victoires déjà acquises. Aussi, sa profession de foi en cette matière est-elle sans cesse aux confins du badinage et de la grandeur. C'est le ton que nous connaissons déjà, Don Juan y excelle. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait eu d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Ainsi conçu,
Le personnage de Don Juan enchanterait sans danger l'imagination s'il appartenait à la fable. C'est parce qu'il est homme, parce qu'en lui prennent corps scandaleusement les rêveries du paganisme aristocratique, parce que le privilège, au lieu de se projeter et de se parfaire sur le plan poétique, est chez lui l'objet d'une exigence vitale illimitée, que les difficultés se dressent devant lui et que l'anathème le frappe. La qualité héroïque apparaît en lui avec une entière netteté comme l'ennemi de toute contrainte morale. Aussi doit-il des comptes aux dieux chrétiens à qui il a déclaré la guerre. Le héros, selon Corneille, avec tout son orgueil, est accommodable au christianisme, au moins à un certain christianisme. Le héros racinien ne se situe pas plutôt hors de la loi morale que son propre désordre le perd et le convainc d'erreur. Don Juan court le monde en défiant Dieu qui n'a pas de prise sur son âme. À ce conflit ouvert, il n'est pas d'autre solution que la foudre finale. Cette amoralité souveraine, exempte de tout sentiment de culpabilité, emprunte sans doute ses caractères à une conception du héros bien antérieure au christianisme. On ne saurait trop insister sur ce point. Le Don Juan de Molière n'est pas anxieux. C'est le romantisme qui a allié l'angoisse aux ambitions et aux désirs de Don Juan. Chez Molière, et au XVIIe et au XVIIIe siècle en général, Don Juan et Don Juan principalement, en ce qu'il ignore l'angoisse. Le scandale et le châtiment naissent extérieurement à lui. Il est frappé du dehors. Le Don Juan romantique est plus profondément sympathique à son public, qui ne le condamne que presque plus de vouloir s'égaler à la divinité. Mais il porte en lui-même sa limite, qui est l'inquiétude, et il se révèle finalement, du moins est-ce le cas le plus général, inférieur à son ambition. En ce sens, on peut dire que le romantisme, en transgressant les limitations chrétiennes du moi, les a recréées dans le moi lui-même. Les éléments merveilleux de l'histoire de Don Juan, l'invitation à dîner du mort, la statue animée, le châtiment surnaturel du héros, trahissent une formation légendaire archaïque dont la signification dépasse certainement la moralité apparente du drame. En conséquence, on peut considérer, si l'on veut, la légende de Don Juan comme le point de rencontre de la vieille conception du héros souverain qui double et éclipse les maris et sème au gré de ses désirs le germe vital, avec la morale chrétienne qui non seulement condamne toute prétention à la surhumanité, mais se lie à des institutions où la jalousie des hommes et l'honneur des femmes se trouvent ligués contre les entreprises du séducteur. C'est la thèse que semble soutenir Otto Rank dans son étude souvent profonde mais malheureusement assez obscure sur Don Juan. Cette interprétation de Don Juan comme une figuration chrétienne d'un héros païen devenu maudit a l'avantage de rendre compte à la fois de ce qui, en lui, demeure visiblement étranger au christianisme et de ce qui, dans le drame, assure au christianisme une écrasante victoire. Mais elle ne peut être entièrement satisfaisante si l'on songe que la légende de Don Juan ne s'est développée qu'après de longs siècles de foi chrétienne et au moment où le christianisme avait subi la première secousse sérieuse au lendemain seulement de la Renaissance. Le Burlador espagnol, prototype de Don Juan dans la littérature, date du début du XVIIe siècle. Il n'est pas moins remarquable que le personnage ne se soit que progressivement dégagé au cours du XVIIe siècle des résidus de la psychologie chrétienne pour prendre figure véritable de héros païen chez Molière pour la première fois, 40 ans après son apparition. Don Juan, vraiment exempt de scrupules et de remords, tient tête d'un bout à l'autre à la menace chrétienne. Cela semble bien indiquer que le personnage de Don Juan est surtout le fruit d'une évolution moderne, où des souvenirs pré-chrétiens se sont trouvés simplement réactivés, qu'il est issu en somme d'un divorce récent de la mentalité noble et de la religion. En fait, sa fortune est liée à celle de l'incrédulité dans la classe noble, telle qu'elle s'est développée à partir du XVIe siècle en Italie, en France et en Angleterre, car ce sont là les pays d'élection de Don Juan qui a vite oublié sa trop chrétienne terre d'origine pour se fixer en y prenant son véritable caractère dans les pays du libertinage aristocratique. Tout le problème de Don Juan revient donc à rendre compte de l'aggravation moderne du conflit entre l'aspiration noble à la surhumanité et la loi chrétienne. Il est bien évident que le christianisme eut à souffrir dans ce domaine, comme dans tous les autres, de l'élargissement des connaissances et de l'horizon humain qui a marqué le début des temps modernes. Les grands de ce monde ont profité de l'occasion pour rejeter avec éclat une morale d'abstinence et d'humilité qu'ils avaient toujours impatiemment soufferte.
mais ils n'ont pu se vouer aussi impudemment à la religion du plaisir, qu'en perdant à quelques degrés leur responsabilité devant l'ensemble du corps social. Le libertinage moral, des aveux cyniques de la vieille idée selon laquelle noblesse oblige, longuement et vainement opposé à Don Juan par son père, aboutit à rejeter ses adeptes hors de toute position sociale tenable et par suite hors de toute souveraineté solide et effective. Ce grand seigneur demi-dieu est en même temps un grand seigneur déchu, et sa place est bien dans les siècles où se consomme la déchéance politique de l'aristocratie. Rodrigue ou Nicomède sont des modèles humains valables et répondent à un idéal efficace qui a prévalu pendant des siècles. Don Juan est impossible à donner en exemple, et il ne faut pas l'oublier, il finit en vaincu comme le libertinage noble, mort sans laisser d'héritage avec ses dédains et ses scandales. Des importants aux roués, le type du gentilhomme scandaleux traverse les siècles monarchiques, grand seulement et d'une sorte de grandeur vaine, dans la mesure où il défie la sottise tremblante des hommes et sait donner l'avantage au plaisir sur l'intérêt, sur la vie même. Tel est Don Juan qui méprise la mort autant qu'il recherche le plaisir et qui conserve, comme des traits inséparables de sa demi-divinité, le dédain des hommes et l'oubli du danger, les réflexes naturels de l'orgueil et de la bravoure. Le conflit d'un semblable personnage avec le christianisme n'est qu'un aspect particulièrement net de son opposition générale à tout ce qui est, à la nécessité sociale, aux scrupules communs, aux lois de l'amour, de la famille, de la société, incarnées dans Elvire, dans le père et dans le pauvre. Finalement, Don Juan marque le point où l'ambition aristocratique, presque détachée de la réalité sociale, devient à la fois subversive et vaine. Molière tentait avant tout de reproduire fidèlement un état de choses, ne semble pas avoir beaucoup pensé à prendre position lui-même dans le débat. Le prestige qu'il a donné à son héros était conforme au sentiment, secret tout au moins du public. Mais ce prestige est fortement compensé par une adhésion, non moins évidente, à la réprobation qui entourait le personnage. Il n'y a là rien de contradictoire. Le grand seigneur méchant homme intimide et révolte à la fois, et on ne saurait nier qu'il soit méchant homme, ni que Molière l'ait fait à certains moments plus proche de Satan que de Jupiter. Reste qu'il a porté à la scène l'image la moins voilée, la moins insoutenable de la prétention aristocratique, d'où l'impression énigmatique que laisse la pièce à un spectateur qui ne peut ni admirer sans danger le demi-dieu, ni le réprouver sans regret, ni l'absurde sans l'inconséquence. Don Juan fait mieux saisir par contraste l'équilibre même facile et superficiel d'Amphitryon et par-delà Amphitryon de toute la littérature galante et mythologique du siècle. Les tentations et les périls de l'imagination aristocratique, ses séductions toutes puissantes, bref, tout l'ensemble des appâts dont se trouvait entouré pour un homme du XVIIe siècle le sentiment de la qualité, ont en tout cas suffisamment intéressé Molière pour lui fournir en même temps qu'une bonne part des ornements de son théâtre, la matière de plusieurs comédies, dont deux parmi les plus grandes. Il suffit de parcourir le théâtre de Molière pour se rendre compte que le bourgeois y est presque toujours médiocre ou ridicule. Il n'est pas un seul des bourgeois de Molière qui présente en tant que bourgeois quelque élévation ou valeur morale. L'idée même de la vertu proprement bourgeoise se chercherait en vain à travers ses comédies. Le sens de la mesure ou du juste milieu caractérise chez lui l'honnête homme, c'est-à-dire l'homme du monde, noble ou non, mais formé selon l'idéal de la civilité noble, non le bourgeois pris en lui-même. Même dans les œuvres les plus hostiles en apparence aux façons d'être et de penser aristocratiques, dans les précieuses et les femmes savantes, le type du bon bourgeois a sa part de ridicule. Gorgibus est aussi peu que les précieuses un modèle à suivre. La franchise de l'un opposée à la prétention des autres fait rire et entraîne peut-être une adhésion passagère. Mais quand il a voulu développer son sujet dans les femmes savantes, Molière a distingué deux formes possibles du bon sens, en l'incarnant à la fois dans Chrysale, où il est bourgeois, c'est-à-dire prosaïque et risible, et dans Clitandre, chez qui il est solidaire du bon ton. Le bon sens, là où il est digne de la société polie, a perdu toute trace de bourgeoisie. Quant aux précieuses ou aux femmes savantes, leur ridicule naît en grande partie de la disproportion qui existe entre leur rang et leur visée. Gorgibus et Chrysale, définissant leur véritable milieu, qui est tout médiocre, les font apparaître avant tout comme les bourgeoises, Saint-Jean, les grandes dames. C'était là un élément de comique, encore plus fortement perceptible à cette époque d'aujourd'hui.
Ce n'est pas que Molière n'ait ridiculisé dans Les Précieuses certains traits empruntés à une philosophie incontestablement aristocratique, et notamment la spiritualité romanesque, mais il embourgeoise ces idées pour les rendre ridicules, les imprègne de médiocrité roturière, les présente comme des modes vieillis, mal limités par un monde inférieur, et apparaît ainsi lui-même comme le champion non pas du bon sens bourgeois, mais du bon sens aristocratique. La solidarité établie par Molière dans Les Femmes savantes entre la préciosité et le pédantisme n'est pas moins digne de remarque. Le type du pédant était un des plus incompatibles avec les habitudes du beau monde, et tous les témoignages du temps font de l'horreur du pédantisme un des caractères de la précieuse, qui, selon l'abbé de Pure, est en guerre immortelle contre le pédant et le provincial. De même, la précieuse de la satire X de Boileau, loin de se laisser embrasser pour l'amour du grec, rit des vains amateurs du grec et du latin. Molière a donc multiplié les traits qui pouvaient distinguer ces précieuses de celles de la belle société. Non qu'il admirât ces dernières sans réserve, mais la façon dont il caricaturait leur imitatrice ne trahit en tout cas aucun parti pris bourgeois. L'esprit véritable des femmes savantes doit être cherché dans la véhémente apologie du goût de la cour, adressée au pédant par Clitandre, fils de gentilhomme et honnête homme de la pièce. Ce Clitandre qui consent qu'une femme ait des clartés de tout, mais ne veut pas qu'elle se pique de science, ni qu'elle étale ce qu'elle sait, a exactement les opinions de mademoiselle de Scudéry. Cette similitude, déjà remarquée par Victor Cousin, qui cite divers passages de la 10e partie du Cyrus, saute aux yeux si l'on rapproche les propos de Clitandre du portrait d'Alcyonide dans la 3e partie. Elle parle du même roman. Elle parle également de toutes choses et demeure pourtant si admirablement dans les justes bornes que la coutume et la bienséance prescrivent aux dames pour ne paraître point trop savantes, que l'on dirait à l'entendre parler des choses les plus relevées, que ce n'est que par le simple sens commun qu'elle en a quelque connaissance. Les femmes savantes de Molière sont donc inférieures à leur lecture, comme le milieu littéraire lui-même, trop habitué à se piquer de bel esprit, était au-dessous du bon ton véritable. Boileau fait dire à son interlocuteur dans la satire X, « De livres et d'écrits bourgeois admirateurs, vais-je épouser ici quelques apprentis auteurs ?» C'est le bon ton traitant de haut le bel esprit. L'anonyme portrait de la précieuse qui se trouve dans le recueil de Mademoiselle de Montpensier, paru en 1659, indique que les précieuses vont rarement à la cour, parce qu'elles n'y sont pas les bienvenues. Si vague que soit leur enseignement, au moins prouve-t-il qu'on pouvait répudier la préciosité autrement que d'un point de vue bourgeois. Au fond, les deux pièces sur lesquelles on s'appuie si souvent pour établir le caractère bourgeois du bon sens de Molière sont très voisines du bourgeois gentilhomme par l'inspiration. Le ridicule y frappe la prétention roturière, l'effort laborieux du petit monde pour égaler le grand. Si Molière semble y approuver parfois le bon sens bourgeois, c'est d'une façon très particulière et peu flatteuse pour la bourgeoisie. En effet, les propositions d'un Chrysale ou d'un Gorgibus ne sont tenues pour valables qu'autant qu'elles sont destinées à prêcher à des bourgeoises la modestie, la fidélité à un rang médiocre. C'est le bon sens bourgeois si l'on veut, mais dans la mesure où il acquiesce à l'infériorité du bourgeois. Notez la facilité avec laquelle Chrysale fraternise avec une paysanne aussi mal dégrossie que Martine. Elle, en lui s'exprime une bourgeoisie sans ambition, qui se sent encore toute voisine du peuple. Et il n'est guère sympathique dans Molière que sous cette forme, comme en témoigne avant tout la comédie du bourgeois gentilhomme, qui n'a pas d'autre signification que celle-là, et où le ridicule du marchand qui prétend à la qualité n'est pas compensé, mais augmenté par la sagesse de son épouse, sorte de réplique féminine de Chrysale.